start to play off. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 86e épisode du Poundcast proposé par l'équipe de Panthers FR. Guillaume au micro pour remplacer Thomas qui ne pouvait pas se libérer cette semaine. À mes côtés, toutefois, je vous rassure, on retrouve l'homme à la voix suave et aux analyses toujours plus justes, c'est bien évidemment Franz. Bonsoir Franz, comment ça va ? Waouh, quelle intro, je te remercie beaucoup. Moi qui avais prévu de faire un démarrage. Bonjour messieurs, dames, bienvenue en 1970 après un grand match de football avec une superbe attaque au sol. Parce qu'on va en parler, mais on avait plutôt un match du 20e siècle plus que du 21e, mais un match qui nous a fait plaisir quand même. Eh oui, parce que match qui s'est soldé par une victoire, on va être honnête, à la surprise générale, pas grand monde la voyait venir, aussi bien chez les fans des Panthers que chez les différents analystes. C'est, je pense, le plus gros upset de la saison. En tout cas d'un point de vue des bookmakers, puisque les Packers étaient très très largement favoris sur ce match. Et pourtant, c'est les Panthers qui se sont imposés sur le score de 16-13. Alors, comment cela a pu arriver ? Eh bien, ça a commencé par une décision dont on va parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais les Panthers ont gagné le toss, et plutôt que d'engager et de commencer en défense, ils ont choisi de recevoir le ballon et de démarrer face au vent, sur les conseils du coordinateur d'équipe spéciale, Tracy Smith. On va revenir sur cette décision tout à l'heure. Une décision qui n'a pas porté ses fruits tout de suite, la première série offensive n'a pas donné grand-chose. Par contre, derrière, on a eu un échange de pertes de balles dans la red zone. Une première pour les Packers avec un fumble forcé par Christian Roseboom. Et derrière, Bryce Young qui se fait intercepter dans la end zone de Green Bay. Donc on reste à 0-0. Et on attend la dernière moitié du second quart-temps pour voir 2 field goals de Green Bay avec entre-temps un touchdown de Rico Dowdle au sol. Et les Panthers qui mènent 7-6 à la pause. Au retour des vestiaires, les Panthers récupèrent le ballon sur une interception de Moehrig sur une vilaine passe de Jordan Love. Un peu plus tard et juste avant l'entame du dernier quart-temps, c'est un deuxième touchdown de Rico Dowdle qui mène les Panthers, qui mène le score à 13-6. Green Bay égalise à 2 minutes 30 de la fin, on en est à 13 partout. Et ça laisse donc le temps à Bryce Young à l'attaque de remonter le terrain et à Ryan Fitzgerald de mettre le field goal de 49 yards, vent dans le dos donc, pour s'imposer à la dernière seconde et obtenir un bilan de 5-4. Je le disais, Franz, c'est un gros upset, puisque Green Bay, je crois, avait le meilleur bilan de la NFC avant ce match. Et pourtant, quand on regarde le match, je sais pas si t'es d'accord, mais ça me paraît un résultat somme toute assez logique et mérité vu ce qui s'est passé, quoi. Ouais, je trouve aussi. Alors, je blaguais tout à l'heure en disant que c'était un peu un match à l'ancienne. C'était un match à l'ancienne. On a une défense en fait qui a tellement été dominante qu'on n'avait pas l'impression qu'on risquait quoi que ce soit, ce qui est un peu dingue. Alors, elle est logique parce que oui, on dominait à ce niveau-là. Après, est-ce qu'on était complètement rassuré par l'attaque ? Pas forcément, on y reviendra. Mais on s'est senti un petit peu au-dessus. Alors, est-ce qu'il y a eu un peu de suffisance du côté des Packers ? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de coaching de leur côté aussi ? Possiblement. C'est pas à écarter. Je crois qu'on va parler du coaching tout de suite au début. À mon avis, il y a eu un problème de coaching côté Packers. Mais bon, mis bout à bout, au final, je vois pas en quoi les Packers mériteraient plus que nous. Non, je pense que même les fans de fromage doivent se dire qu'ils n'ont pas été assez bons pour gagner. Et donc, on mérite cette victoire. Mais est-ce que
on a été complètement dominant pour gagner, pour mériter cette victoire? Pas forcément. Est-ce qu'ils ont été plus mauvais que nous pour mériter de la perdre? C'est plus ça la vérité. Ouais, surtout que les Packers, maintenant, ils ont un bilan, si je dis pas de bêtises, à 5 victoires, 2 défaites et un nul. Ouais. Et les 2 défaites et le nul, c'est face à des équipes, en l'occurrence donc les Panthers maintenant, et puis avant c'était Cleveland et un match nul face aux Cowboys. Des matchs où à chaque fois ils semblaient quand même globalement favoris. Alors il y a peut-être un petit peu de... Je sais pas si on peut pas appeler ça de la suffisance, mais il y avait peut-être ce côté d'être soit concentré sur le prochain match avant d'avoir joué celui-là, soit de se dire que il y avait un peu de marge et que ça allait passer. En tout cas, le résultat est là, une victoire des Panthers, avec, on va y revenir tout à l'heure, effectivement, pour la manière, c'était peut-être pas forcément le match de l'année, mais comme tu le disais, j'ai envie de commencer par le coaching staff, parce que pour changer un peu, et puis pour leur rendre hommage, parce que j'ai trouvé que du point de vue des Panthers, en tout cas, il y avait des belles choses en termes de coaching. Et d'abord, je parlais de Tracy Smith tout à l'heure, qui avait anticipé en fait que, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, que la seule façon de gagner des Panthers, ça allait être un match serré avec potentiellement un dernier drive pour aller chercher la victoire, et que du coup, pour ça, il valait mieux avoir le vent dans le dos, et donc ils ont pris ce pari-là, ça a marché, et on a été assez critique des équipes spéciales par moment. Je trouvais que c'était important de mentionner cette belle anticipation de début de match, quoi. Alors critique, oui et non, puisqu'on on avait noté qu'on était un des meilleurs kick-off punter, kick-off, je sais pas comment on dit, frappeur, puisqu'on a de très bons résultats là-dessus. Là, oui, force est de constater que d'un point de vue tactique, c'était réfléchi. Oui, c'est quand même un point à noter et à conserver pendant toute la durée des podcasts, pour ceux qui n'ont pas vraiment vu le match, que je peux comprendre. C'est que les conditions météorologiques étaient compliquées, notamment à cause du vent. Je pense que ça a joué sur la qualité du match également. Et il fallait le prendre en compte dans l'analyse de Special Team et donc du coup dans la stratégie. Et pour l'illustrer, sur le touchdown de Rico Dowdle, au moment où on veut frapper la transformation, donc à cause de la pénalité, on la frappe 15 yards plus loin. Et le vent empêche le ballon d'atteindre même les poteaux. Enfin, je veux dire, la rafale était tellement forte que Fitzgerald a été trop court, alors qu'il était à 35 yards, donc, ou 40 yards. Donc, c'était clairement visible. Donc, c'est bien d'y avoir pensé, en tout cas. Je pense que ça nous a bien aidé. Et surtout que, comme tu le dis, cette transformation, donc qui fait que le score reste à 13-6 et non 14-6, elle était vent de face. Et on voyait très clairement. Et on l'a vu, tu me diras ton avis quand on parlera de Bryce Young et de cette interception dans la end zone, mais je pense que le vent joue aussi parce qu'on a vraiment l'impression que le ballon ralentit et reste dans les limites du terrain. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue en revoyant les images. Mais félicitations quand même aussi à Ryan Fitzgerald qui se retrouve avec un field goal de la gagne après avoir manqué à l'extra point, alors certes plus loin mais à une distance qu'il est capable de mettre normalement, et il tremble pas dans la dernière seconde pour aller chercher cette victoire. C'est bien aussi pour un rookie non drafté d'avoir des moments comme ça pour briller, quoi. T'as raison, et c'est hyper important de le mettre en avant très tôt dans cette émission. Un rookie, tu l'as dit, non drafté, au Lambeau Field, c'est quand même un théâtre de notre sport, dans des conditions très compliquées. Et on te fait confiance, puisque dans les 3 derniers drives, dans les 3 derniers snaps, on cherche même pas à avancer. On fait petite course et on met le genou. À un moment donné, c'était vraiment très clair le message qu'on prend plus de risques et on croit en notre kicker pour la mettre entre les poteaux. Donc
belle confiance affichée par le coaching staff et Ryan Fitzgerald leur a répondu de la plus belle des manières. Donc bravo à lui, en espérant que du coup ça lui donne la confiance nécessaire pour le reste de la saison et pour sa carrière, parce qu'on sait très bien qu'un kicker, ça marche à la confiance. On a vu Young Wei-Koo, qui était considéré comme un des meilleurs kickers de la ligue l'année suivante, être viré. Bon, maintenant il est récupéré par les Giants, donc c'est la valse des kickers et la confiance, elle est leur arme la plus puissante. Je te propose qu'on passe sur Dave Canales parce que Oui. c'est quand même le head coach et puis c'est aussi l'objet de 2 questions de notre fidèle Baron Ours qui nous a demandé ça. Alors je vais me permettre de les résumer en une seule, mais il dit après cet upset contre les Packers, peut-on parler de véritable statement game pour les Panthers et surtout pour Dave Canales qui avec le staff offensif a réussi à rendre Micah Parsons complètement inefficace pendant le match grâce à son plan de jeu. Est-ce qu'on a vu les prémices d'une maturité tactique chez notre coach ? En tout cas, d'un travail. C'est sûr que là, il y avait un game plan qui était clair et assumé. Et on peut trouver ça moche, on peut dire que c'est old school, on peut se poser des questions sur la qualité de l'équipe. En tout cas, on ne peut pas retirer à notre coaching staff le fait qu'il y a eu une vraie identification de ce qu'il fallait faire face à ces Packers. Limiter Micah Parsons à un plaquage sur tout le match, si on me l'avait dit avant la rencontre, j'y aurais pas cru. Alors il y a d'autres raisons pour lesquelles Micah Parsons a été shut down, mais le coaching staff a très très bien travaillé. Gros coup de chapeau à la DL évidemment, gros coup de chapeau à nos linebackers qui ont été sur tous les fronts. Et du coup, de l'autre côté, pour empêcher Micah Parsons de fonctionner, on a dit un truc très très simple. On a dit on va courir le ballon. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a assumé complètement cette stratégie-là. Donc, courir le ballon et une grosse défense très agressive. Oui, on a là la recette d'un match réussi dans les années 70, mais pourquoi pas, au final, on était à Green Bay, donc il fallait bien rendre hommage à l'histoire même du football, et donc on a décidé d'établir cette stratégie qui, force est de constater, a très bien fonctionné, et ils n'ont pas su répondre, à notre jeu à la course, ils n'ont pas su répondre à notre offensive line qui pourtant a eu pas mal de rotations même pendant le match et pour autant les blocs étaient clairs et tout a été travaillé en fait, tout simplement. C'est le résultat d'un travail tactique et d'une préparation. On a vu une équipe qui savait ce qu'elle devait faire pour se donner la chance de gagner. On n'a pas mis notre quarterback dans l'embarras. On a su que c'était pas par là que ça on allait gagner et on a assumé jusqu'au bout puisque même pour le drive de la gagne, c'est une course de Rico Dowdle qui nous permet de nous assurer une bonne position pour le coup de pied. Donc c'est dire, même là quand il faut faire des yards, on a pensé jeu de course d'abord. Donc on a en tout cas assumé la stratégie jusqu'au bout et quand on assume une stratégie, c'est le coaching staff qui prend cette décision. Donc bravo à eux. Ça se trouve si à le dernier drive, Rico, il avait fait qu'un yard et qu'on n'avait pas avancé. Peut-être qu'on leur taperait dessus en disant « Mais pourquoi tu prends pas le risque à envoyer sur T-Mac sur l'extérieur ?» Mais bon, là, ça a marché, donc il faut le souligner. C'est ça, et puis en plus, comme tu le disais, on peut pas dire que c'était une vraie surprise de voir ce game plan mis en place. Non, il l'a parce dit. que voilà, ça a été annoncé, et c'est même, si on revient quelques podcasts en arrière, c'est comme ça qu'on a dit qu'on pouvait battre les Cowboys, c'est comme ça qu'on a dit qu'on pouvait éventuellement battre les Bills, qu'on pouvait avoir éventuellement une petite infime chance de faire quelque chose face aux Bills. Voilà, c'est un style de jeu qui correspond à l'identité des Panthers, et n'en déplaise à Micah Parsons qui disait que c'était du boring football dans les réactions d'après-match, c'est sûr que si t'as été habitué à suivre Patrick Mahomes ou Josh Allen offensivement, là c'est sûr que tu t'as pas le même feeling et la même impression de facilité, et puis le côté
le côté flash play, j'ai envie de dire. Ah Mais voilà, c'est comme ça qu'on pouvait gagner ce match et donc c'est passé. J'ai aussi trouvé, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans plusieurs épisodes, j'ai trouvé que c'était mieux au niveau de la gestion de l'horloge, notamment, tu sais, au niveau du huddle, où on avait tendance à breaker le huddle et à se mettre en position. Il restait déjà 8 secondes, ce qui laissait pas forcément le temps de faire grand-chose Oui, et plus de d'analyser rythme. grand-chose. Là, c'est mieux quand même. Tu sens que voilà, il y a plus de temps. Les plays sont définis plus rapidement. Je trouve, moi en tout cas, que ça laisse aussi, que ça montre une amélioration dans le Alors, coaching staff. oui, non, mais c'est vrai ce que tu dis. Alors après, quand tu appelles 33 courses pour 20 passes, C'est ça plus va un peu facile. plus vite. C'est sûr que c'est plus facile. Ça va un petit peu plus vite. Mais tu as parfaitement raison. Et je disais la semaine dernière qu'autant je n'aimais pas comment on avait communiqué et géré la complémentarité dans nos running backs pour mettre au pouvoir Rico Dowdle. Autant j'avais pas aimé la manière dont ça avait été fait, autant on avait réclamé que Rico avait la main chaude et qu'il fallait qu'il ait la possibilité de continuer sur ce rythme. Et on lui a mis en fait toutes les conditions possibles pour qu'il puisse y arriver contre une des meilleures défenses contre la course. Hein. Donc 5,2 yards en moyenne pour Rico Dowdle sur 25 courses. C'est un très 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 beau résultat contre les Packers, donc je ne veux pas trop anticiper sur l'offense, mais ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, le coaching staff, ce qu'il a fait là-dedans, c'est prendre une décision et aller jusqu'au bout avec celle-ci, donc je ne le répéterai jamais assez. Il y a beaucoup de coachs qui changent d'avis, qui se remettent en question pendant un match et paniquent. On n'a pas paniqué, mais c'est aussi grâce à notre défense et grâce à Ejiro Evero, hein, sur qui on est quand même tombé dessus plusieurs fois et qui, force est de constater, travaille plutôt bien d'une semaine à l'autre, même si il y a des moments où on prend des valises de points, comme ça a pu arriver contre les Bills, mais c'est un scénario global. Et là, l'équipe, elle a en tout cas, elle a une identité, je vais dire, mais c'est pas le terme. Elle est lisible, que certains joueurs aient plus de talent que d'autres, c'est une évidence. Mais qu'on comprenne ce qu'ils sont en train de faire, c'en est une autre. Et là, moi, défensivement, ça me plaît beaucoup plus ce que je vois. Ben justement, c'est une transition parfaite puisque j'allais basculer sur Ejiro Evero et sur la défense. Tu parlais de coachs qui se remettent pas en question et qui restent avec leur certitude. Pour le coup, ouais. Ejiro Evero, lui, il a réussi à s'adapter et à changer les choses qu'il avait l'habitude. Hein. Tu avais mentionné en début de saison le passage plus régulier sur une 4-3 alors qu'il avait l'habitude d'évoluer en 3-4. Ouais. Voilà, il s'adapte à son personnel alors que après 2 semaines, il y en avait déjà qui ont commencé à se poser la question, est-ce qu'il va finir la saison, est-ce qu'il faudrait pas changer de cordeau défensif. Depuis ce moment-là, c'est quand même beaucoup mieux dans tout ce qu'on a vu défensivement. Alors, je sais pas si on peut parler de défense vraiment dominante sur ce match. Moi, parce que quand tu regardes, on a quand même accordé quasiment 300 yards à la passe à Jordan Love. Il y a plus de 100 yards au sol pour les running backs de Green Bay. Il y a un receveur qui est quasiment à 100 yards. Il y a 7 sur 13 en troisième tentative et 2 sur 3 en quatrième. Par contre, dans les moments clés, hyper clutch, seulement un touchdown accordé en red zone. Il y a un fumble forcé et récupéré. Il y a une interception et demie, on va dire. Il y aurait dû y en avoir 2, il y en a qu'une. Mais voilà, il y a quand même dans les moments clés, la défense a su répondre présent. Et c'est à mettre évidemment au crédit des joueurs, mais aussi en partie au crédit d'Ejiro Evero. Non, t'as raison, c'est pas une domination. C'est pas une domination, mais c'est une présence qui se fait ressentir. T'es pas dans tes souliers.
Elle a montré une agressivité qui est notre identité dans les Panthers. Ça s'appelle keep pounding, c'est pas pour rien. L'identité, elle est dans l'agressivité, dans le choc, dans le fait d'être toujours à 110%. Et défensivement, là, on a vu un petit peu plus ça. Et Jero Evero, par exemple, oui, il y avait les schémas tactiques 3-4-4-3. Maintenant, on est quand même beaucoup plus en 3-4, bien entendu, mais il y a plus de mix, il y a plus de Meurig qui est utilisé sur les 3 niveaux de la défense. Il y a de la créativité, il y a de la réflexion sur qui start. Parfois, là, on avait du Wharton, du Robinson et du Derrick Brown. Donc, on était en 3-4 avec, sans avoir de nose tackle. Pur de métier, et donc du coup un peu plus de mobilité. Enfin, on cherche des trucs, on sent qu'on cherche des trucs, donc ça c'est très très bien. Mais une des raisons pour lesquelles cette défense n'est pas dominante mais se fait ressentir, c'est parce qu'on manque de pass rush. La réalité, c'est que pour avoir une défense dominante, il faut bloquer la course, il faut faire peur au quarterback, et il faut empêcher des plays downfield. On a plutôt correctement empêché les plays downfield, donc le niveau de la couverture, même s'il y a une longue passe qui ne doit absolument pas être réceptionnée en double coverage, et ça me fâche toujours autant de voir des DB qui pensent d'abord à taper la main qu'à jouer le ballon, ou au plaquage qu'à jouer le ballon. Ça me rend fou. Mais globalement, je ne veux pas non plus leur jeter la pierre, c'était plutôt correct. Même si Mike Jacks nous crédite de peut-être du drop de l'année, qui peut nous coûter le match d'ailleurs, soyez en passant. Mais voilà, et sinon, notre défense contre la course a été OK. Mais surtout, on a fait mal. On a fait mal dans les chocs, on a fait mal dans l'intensité. Et donc ça me va très bien. Mais le pass rush est encore notre point faible. On n'arrive pas à mettre la pression sur le quarterback assez régulièrement. Donc on a encore des axes de progression qui sont bons. Donc Green Bay marque que 13 points avec des axes de progression dans notre défense. Donc il faut continuer à travailler. On a encore une équipe qui a besoin de travail, c'est tout. Ah oui, on n'était pas dans le haut de la draft l'année dernière sans raison quelque part. Donc il y a effectivement beaucoup de choses à corriger. Le manque de pass rush, tu le dis, il y a eu qu'un seul sac sur ce match. Et on a vu notamment, parce que Jordan Love, il était quand même pas super à l'aise, mais on voyait notamment au dernier quart-temps où il faisait des passes plus courtes, plus rapides. Il se débarrassait plus vite du ballon et ça avançait quand même plutôt bien. Donc c'est vrai que là-dessus, on avait un petit peu de mal à générer de la pression rapidement. Mike Jackson... excuse-moi de te couper, et je crois que le seul sac qu'on met... qui le fait, c'est Tashawn Wharton, je crois. Wharton, donc c'est Wharton. Mais sinon, la pression, elle a plus été mise par nos linebackers, middle linebacker qu'outside linebacker. C'est ça. Et souvent, ça arrive. Il y avait des actions où on voyait Trevin Wallace, notamment. J'en ai une en tête où il traverse la ligne offensive complètement oublié et pas du tout bloqué par le centre qui avait tourné la tête sur la gauche pour aider son garde. Et donc il y a eu quelques actions comme ça. C'est effectivement plus sur des blitz comme ça que sur les pass rush extérieurs qu'on peut générer de la pression. Moi j'ai beaucoup... Alors, on parlait des linebackers, c'est vrai que Roseboom, Wallace, depuis que qu'ils ont changé et que c'est Wallace qui a la pastille verte pour appeler les plays, c'est vrai que c'est plus du tout le même tandem, c'est beaucoup plus efficace. Là-dessus, je crois qu'on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, mais ça s'est vu encore sur ce match-là. Et puis tu l'as dit, Trevon Moehrig, moi j'aime beaucoup, depuis le début de la saison, c'est pas loin d'être, je vais pas dire ma surprise, mais quand on l'a signé, quand on a vu le contrat, on s'est dit oh là là, c'est quand même un gros contrat pour un joueur dont on n'est pas complètement sûr que, entre guillemets, il le mérite. Jusque là,
Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, moi je trouve. J'aime beaucoup l'intensité qu'il met sur les plaquages. Là, en plus, il est récompensé par une interception et le titre de joueur défensif de NFC de la semaine. Donc, j'aime beaucoup, moi, Trevon Moehrig, ce qu'il montre depuis le début de la saison. Il a su montrer de la progression dans la couverture. Lui qui était un petit peu ce genre de safety, un peu rentre dedans, j'y vais fort et je rentre dans la boîte. Là, il montre beaucoup plus de polyvalence. Et encore sur ce match, sa grande force, c'est normalement les plaquages. Il en a de mémoire raté quelques-uns. Donc, même là-dessus, voilà, s'il coche toutes les cases, il peut être vraiment énorme. Et il nous fait beaucoup de bien. Et il fait notamment beaucoup de bien à Nick Scott, parce que Nick Scott, encore une fois, a été moyen, même s'il arrache un ballon. Moi, il me fait peur. Il me fait peur, ce free safety. Et donc, du coup, je suis plutôt rassuré de voir Moehrig être capable de combler les brèches un petit peu à tous les niveaux, aux 3 niveaux de la défense. Parce que voilà, le restant du milieu de terrain derrière, je suis pas encore complètement à l'aise. Je suis pas complètement à l'aise avec Lathan Ransom. Je suis pas complètement à l'aise avec Nick Scott. Bon, c'est jeune, mais voilà, Moehrig, il est là pour encadrer tout ça et ça fait du bien. Et je trouve qu'il fait peur quand il se rapproche de la boîte même et qu'il vient en 3e linebacker, 3e middle linebacker ou alors parfois en outside. Je trouve qu'il a du répondant et on ne sait jamais justement s'il va aller attaquer le quarterback ou s'il va dropper en zone, parce qu'on sait que s'il drop en zone, il va être bon, et s'il attaque le quarterback, ça va faire un extra joueur sur la ligne. Et là, si tu n'as pas prévu correctement ça dans ton Noël, c'est pas évident. Et généralement, il est face à des tight ends en plus, donc il les prend de vitesse. Enfin bon, bref. Donc tu as raison de le souligner. Moehrig a fait un très gros match. Lui, défensivement, je dirais que lui et Roseboom, c'est mes 2 joueurs du match défensivement. Ouais, un petit côté, ça me rappelle un peu le début de carrière de Thomas Davis, qui avait commencé comme strong safety avant d'être avancé en tant qu'outside linebacker. Et c'est vrai que par moment, je retrouve un petit peu ça. Alors, sans aller à comparer les deux, hein, mais tu vois, on retrouve un peu ce profil de safety à la base qui se retrouve très souvent dans la boîte et qui couvre les tight ends et qui est aussi capable de blitzer de plaqueur. Donc, il y a un petit parallèle, moi, que je trouve à ce niveau-là. Sans aller dans le côté légende de Thomas Davis, tu vois, on avait Jeremy Chin qui était capable de faire ça. Et après, on a quand même plus d'exemples qui n'ont pas fonctionné que d'exemples qui ont fonctionné. Lui, ce que j'aime bien, c'est que Evero, il n'essaye pas de le travestir. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de dire je prends mon safety, j'en fais un linebacker sur tout un match. Non, tu sens qu'il le met un peu partout et comme l'autre répond bien, je crois que ça l'éclate. Moehrig, il doit détester être dans une case. Il doit vouloir faire plein de choses différentes. Donc, profitons-en. Un dernier nom, moi, que je voulais mentionner au niveau de la défense avant de basculer sur l'attaque, parce que on enregistre un peu tard par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Hein, on s'en excuse, ça a été un petit peu compliqué à trouver un moment pour le faire cette semaine. Mais c'était Trevis Gipson, l'ancien outside linebacker des 49ers. Alors pourquoi je le mentionne ? Parce que déjà c'était son premier match et même s'il n'a pas rempli la feuille de stats, on l'a vu quand même par certaines occasions. En plus, il y avait la trade deadline mardi et les Panthers, un petit peu comme attendu, n'ont pas fait de move. Par contre, Gipson, a priori, il laisse une bonne image du côté de San Francisco, parce que j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient que c'était une bonne pioche pour les Panthers. Donc je sais pas si tu as regardé son match de près à Green Bay, mais en tout cas il est possible que ça puisse être un nom intéressant, espérons-le, dans les semaines qui viennent. Oui, il a été bon, notamment contre la course. Et en fait, j'ai presque envie de dire que il a été un peu le pendant de Nick Scotton, bizarrement. Alors,
on ne demandait pas forcément les mêmes choses aux deux, mais Nice Courton, je l'ai pas trouvé très bon dans le pass rush, mais je l'ai trouvé plutôt intelligent quand il dropait en zone. Et il arrivait bien à couvrir, bien à lire, et souvent il a fait des plaquages. Il était présent, en tout cas dans la bonne zone au bon moment. Par contre, dans le pass rush, ça n'a pas été ça encore. J'ai bien aimé ce que proposait Gibson aussi dans sa réflexion et dans son running game, dans son run def. Je l'ai trouvé plutôt bon, et donc c'est prometteur parce qu'il y a du boulot chez nous. En tout cas, il y a une place à gagner, il y a des places à gagner et des snaps à gagner. Donc tant mieux pour lui, on verra la semaine prochaine. Tout à fait d'accord. Je pense qu'il est temps qu'on passe à l'attaque. Et j'ai envie de commencer par la ligne offensive, parce que tu en as dit un mot tout à l'heure. Et moi j'ai envie de lui tirer un gros coup de chapeau à cette ligne offensive, notamment Ikem Ekwonu, qui on va pas se mentir, on avait très très peur, le duel Ekwonu face à Parsons. L'an dernier, ça laissait pas que des bons souvenirs quand il était à Dallas. Et là, il a été parfait. Moi, j'ai pas vu les notes PFF ou quoi. Je sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé très très bon. Il doit faire un false start sur tout le match, si je dis pas de bêtises. Et puis surtout, vraiment, il a vraiment bien tenu son côté gauche. Et après, l'autre nom, moi, que je retiens de ce match, c'est celui de Jake Curran. Je vais être honnête, je le connaissais pas avant ce match. Il est rentré en jeu. Il avait joué la semaine dernière déjà. Ouais, voilà. Là, il rentre parce que Zavala, qui remplaçait Christensen, qui lui-même remplaçait Robert Hunt. Donc là, on est déjà à la 3e rotation, mais Zavala se blesse à nouveau. Et donc c'est lui qui rentre. Et il fait un super match. La ligne où il n'y avait pas Taylor Moton non plus, et où il n'y avait pas Cade Mays non plus. Donc en fait, sur les 5 starters alors ça dépend si tu comptes Cade Mays comme starter, mais sur les 5 starters, en fait, t'en avais 2, pour ainsi dire. Et la ligne a bien tenu. De gauche. T'avais le côté gauche, c'est ça. La ligne a fait un très bon match, a bien protégé Bryce Young, parce que je crois qu'il concède qu'un seul sac, et a ouvert des brèches pour Dowdle, on va en dire un mot tout à l'heure, bien sûr. Voilà, je sais pas si toi t'avais des mots à ajouter sur cette O-line, mais vraiment super. Très surpris. Ouais. Très surpris. Et là, on voit aussi un coaching qui marche. C'est-à-dire que c'est un coaching du Noël. C'est pas un coaching de certains joueurs de l'OL et puis d'autres. Après, tout le monde buzz dans le même sens dans cette ligne offensive, et je suis très rassuré parce que oui, Josh Nijman a fait un très bon match aussi. Ekwonu a fait un très bon match contre Parsons. Et puis les stats de Rico, je suis désolé, mais le montre très bien les choses. Et Rico, j'avais regardé, je crois qu'il a couru quand même. La moitié de ses courses sont entre les gardes et le centre, donc l'air de rien en inside. Même si les meilleurs résultats, c'est-à-dire le meilleur nombre de yards par course a été fait sur les extérieurs, mais bon, ça c'est un des reproches que je fais. Je comprends toujours pas pourquoi on fait pas plus de petits tosses vers l'extérieur alors qu'il marche tout le temps. Mais bon. La ligne a fait très, très bien fait son travail devant, quand même, encore une fois, une des meilleures défenses contre la course, et une DL qui fait peur, et peut-être top 3 edge rusher de la ligue, qui n'a rien fait. Donc le boring football, Micah, le boring football, ça ne te convient pas, donc travaille contre le boring football. Parce que là, effectivement, il a été bien muselé, Micah Parsons. Au contraire, tu le disais, de Rico Dowdle, 130 yards en 25 courses, 2 touchdowns. Il finit même à moitié sur une jambe. Je me suis dit, il va jamais finir le match parce qu'il y avait. Comment il fait pour faire des courses de 20 yards sur le dernier drive alors qu'il boitait sur la truc d'avant, ça m'épate. Vu qu'on parle de Rico Dowdle, ça amène une autre question de Baron Ours qui nous demandait est-ce que ça mettait en péril cette nouvelle masterclass de Rico Dowdle, est-ce que ça met en péril l'avenir de Chuba Hubbard chez nous? C'est quoi l'avenir?
Est-ce que c'est alors, c'est plus la fin de saison maintenant, parce que la trade deadline, elle est finie, mais elle est passée. Mais c'est quoi l'avenir? C'est l'année prochaine? Moi, je pense pas. Voilà, moi, je pense pas. Alors après, on dit toujours qu'il faut vendre un joueur qui a une value. Là, sa valeur, elle perd un petit peu, oui, en jouant moins, en se faisant remplacer par Rico Dowdle et tout. Mais je pense que moi, je crois encore au, euh, au fait d'utiliser les deux. Je crois encore au fait d'avoir des plans de jeu définis pour chacun des deux. Euh, et je crois encore au fait que le Chuba Hubbard qu'on a vu l'année dernière puisse encore exister. Et donc, il faut l'utiliser. Tu n'as jamais trop de running back. Donc non, moi je pense pas que son avenir soit mis en péril forcément. On a déjà tellement de chantiers à beaucoup d'endroits, je suis pas sûr que tu veuilles reconstruire ta running back room. Bon, mais pour terminer, pour répondre à la question parfaitement, il faudra savoir ce que devient Jonathan Brooks. Donc apparemment, il aurait recouru un petit peu. Mais est-ce que Jonathan Brooks a encore un avenir en NFL? Ça, la réponse à cette question va avoir aussi un impact sur ce qu'on va faire de Chuba Hubbard, parce que on pourrait très bien se dire qu'on joue Rico Dowdle, Trevor Etienne et Jonathan Brooks si Jonathan Brooks est remis sur pied. Donc la question, elle sera plutôt à ce niveau-là, Oui, et puis selon moi. elle dépendra aussi de ce qui se passe avec Rico Dowdle à l'intersaison, parce qu'il est... Alors certes, il marche sur l'eau et c'est le meilleur joueur offensif de l'équipe jusque-là, mais il est en fin de contrat à la fin de l'année, parce qu'il avait signé que pour 1 an, donc il faudra le re-signer, voilà, il aura de toute évidence des équipes qui s'intéresseront à lui, donc voilà, faudra voir, est-ce que tu t'es prêt à payer 2 running back, parce que je te rejoins, je pense que je pense que Chuba Hubbard restera, parce que ce sera pas trop de 2 running back, et en plus il a, en termes de mentalité, tu vois, il est irréprochable, quoi. Ça bosse, il n'y a pas du tout d'histoire d'ego, de quoi que ce soit, donc je vois pas de raison, là, sauf offre vraiment mirobolante pour un running back, mais ça va peut-être faire bizarre de m'entendre moi dire ça, mais avoir 2 running backs du niveau de Dowdle et Hubbard, je serais pas étonné l'année prochaine. Ouais. Ouais. D'autant que il y a encore des questions sur le poste de quarterback. Bryce Young, alors quand on regarde la fiche de stats, il y a beaucoup de questions. 11 sur 20, 102 yards, une interception dans la end zone et un fumble aussi. Mais il y a quand même ce nouveau game-winning drive à la fin. Et ça a l'air d'être quand même maintenant quelque chose qui se répète régulièrement. Quand les Panthers ont le drive de la gagne en fin de match, et ben Bryce Young, il est là. Et il réussit à mener cette offense au moins juste ce qu'il faut, pas forcément pour aller au touchdown, mais pour mettre son kicker dans les bonnes dispositions. Ouais. Et si tu me permets, je vais faire le lien avec la qualité de nos receveurs également pour analyser le match de Bryce Young, parce que donc on a parlé de la météo. Je pense que ça a joué. Ça a joué sur toutes les passes, ouais. Même sur Jordan Love. Ouais. Et je trouve d'ailleurs qu'on n'en parle pas assez de la météo pour analyser le match de Jordan Love. Mais le game plan n'était pas pour Bryce Young. En tout cas, clairement, on lui a demandé des choses qui étaient assez simples et en complément d'un running back qui allait avoir la majorité des jeux. Il y a l'interception, on peut se poser la question. McKinney, alors j'ai revu le play. Moi, il y a un truc que je pige pas, c'est qu'à partir du moment où le snap est fait, il regarde direct à droite vers Liggett qui a le safety qui vient aider, alors qu'à gauche, T-Mac est en 1-1 parce que le safety il n'est pas venu de ce côté. Donc pourquoi on joue pas le 50-50 du côté de T-Mac pourquoi on va jouer l'arrière de la end zone? Bon, est-ce que l'interception elle est liée au fait que le vent ralentit le ballon et amener le ballon dans les bras de McKinney?
peut-être, mais en tout cas, la balle, elle est passée vers l'extérieur quoi qu'il arrive, parce que ce qu'il doit viser, c'est quand même le pylon. Mm. Donc, j'aime pas du tout ce que j'ai vu sur cette action-là, alors que le drive, il dure plus de 8 minutes, il est parfait, et tu viens la gâcher par cette interception, alors que tu as ton receveur numéro 1 qui est en 1 contre 1 à gauche. Donc ça m'emmerde. Ce qui m'emmerde aussi, c'est que j'ai trouvé nos receveurs plutôt mauvais. Et je mets T-Mac dans le lot. Non seulement il drop un ballon qui doit faire touchdown, à son niveau, de ce qu'on demande de lui, à sa taille et à la domination qu'il a pu avoir face à Valentine. Il doit attraper ce ballon. Mais c'est surtout que moi, j'ai fait un petit focus, je me suis amusé à refaire tous les plays offensifs et à ne regarder que T-Mac. Et j'ai pas trop aimé ce que j'ai vu. Je trouve qu'il a couru avec un manque d'intensité criant. Il a rarement eu de la séparation. Il était plutôt lent. Et voilà, je l'ai pas trouvé énergique en fait dans sa manière de se déplacer et de faire ses duels. Et j'ai quand même l'impression que dans les 9 passes qui ont été ratées par Bryce Young, puisqu'il fait 11 sur 20, il y en a beaucoup, il regarde, il n'y a rien. Et ça m'emmerde parce que c'est ce qu'on disait l'année dernière dans les podcasts, c'est mais on a des receveurs qui ne créent pas de séparation. Liggett n'a pas créé de séparation, Jimmy Horn en a créé de temps en temps, mais il était trop proche de la ligne de scrimmage, et T-Mac a rarement créé de la séparation. Et les seuls moments où il crée toujours de la séparation, c'est quand le DB est trop loin de lui, et qui fait un comeback route, ça veut dire, donc je cours, clap, je me stoppe et je reviens en arrière. Et ça, c'est fou parce que même devant la télé, on les remarque ces plays-là. Et dans le dernier drive, c'est ce que fait Bryce Young pour aller chercher un first down quand c'est nécessaire. Poup, petite comeback route. Et ça, ils savent très bien le faire tous les deux. Mais c'est tout. Et je trouve que c'est pas assez bon. C'est pas assez bon au niveau des tight ends non plus. Les meilleurs receveurs sont nos running backs. Donc alors peut-être que la météo a joué, peut-être que voilà, un mélange entre le vent, le terrain, machin, mais c'est pas assez bon. Et aujourd'hui, si je te demande, Guillaume, à chaque fois qu'on a le ballon en offense, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu es confiant? Bah non, moi je pense pas. Non, on n'est pas confiant. Et puis à part si c'est sur le dernier drive du match. Là, je suis confiant. Mais mais sinon, ouais, c'est vrai que le contenu offensif était quand même. On marque 16 points. Donc c'est aussi on marque 16 points et puis surtout, alors j'ai pas compté le nombre de drives exactement, mais on doit avoir 5 ou 6 drives en attaque, quelque chose comme ça. Vu que nos drives duraient 8 minutes à chaque fois. On en a 7 de drives. Ouais, voilà, c'est ça. Autant que Green Bay d'ailleurs. Ouais, qui en plus d'ailleurs j'ai vu n'a pas punté du match. Green Bay. Ils font aucun punt, mais c'est quand même une victoire de Carolina. En général, quand ton adversaire punt pas, c'est pas vraiment bon signe, mais c'est clair. Mais voilà, et puis. Mais on tape sur Bryce Young, et pourtant, tu vois, dans ce dernier drive, moi, il y a un truc qui me ramène qui me ramène encore dans le côté j'y crois. Et ça a été confirmé d'ailleurs par Micah Parsons. Rico a ouvert trop sa bouche. Ouais. Mais sur la course de Rico Dowdle qui nous permet de nous positionner pour le kick, et en fait, Bryce Young feinte un changement de play pour une passe et feinte de demander à Rico de faire un bloc pour la passe. Et c'était génial. Et on le voit quand on regardait le ralenti, c'est très très drôle. Et là, tout d'un coup, tu as les linebackers de Green Bay qui commencent à changer et à se mettre sur la droite de leur ligne. Et du coup, hop là, on ouvre un petit gap sur le côté gauche, enfin notre côté droit. Et Rico, il s'engouffre complètement. Et ça, voilà, c'est ce que je l'appelle le Napoléon Bryce, et c'est ce qu'on demande de lui. Et je pense qu'il a quand même un QI qui est énorme, et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Ouais. Maintenant, dans l'exécution, je suis pas encore rassuré. Il y a pas ça va rejoindre une question qu'on a eue par rapport à une évaluation de mi-saison des différents joueurs. C'est vrai que ce qui
Alors, si on est content hein, d'être à 5-4 quand même à la mi-saison, je pense que on signait pour. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'évolution de Bryce Young, il manque encore ce petit truc, je trouve, pour on sait pas encore ce qu'on a, quoi. Tu vois, genre est-ce que vraiment tu peux construire quelque chose avec Bryce Young en quarterback? Aujourd'hui, j'ai pas encore la réponse. Je sais pas. Et Baron Ours qui nous demandait si c'est pas le statement game. Non, je peux pas dire que c'est un statement game parce que c'est pas un match. Alors oui, l'adversaire est fort et joue le titre, mais c'est pas un match où j'ai l'ensemble des jeux du football qui me convainc. Je suis convaincu par le passing game là m'a peu convaincu et ça me fait j'ai encore peur. Voilà, j'ai encore peur. Et le bilan, il est très bien. 5-4, c'est super. Et on va en parler. On a des matchs qui nous permettent de croire potentiellement à un encore meilleur standing dans 2 semaines. Mais il y a encore des matchs pour se rassurer sur notre avenir au poste le plus important de ce jeu, quoi. Pour finir, on a reçu pas mal de questions des auditeurs. Comme d'habitude, on vous remercie, hein, Baron Ours et les autres, pour nous envoyer tout ça. Notamment des questions sur le bilan, hein, comme je le disais, de là où on en est. Alors, il y avait une question de Team notamment qui nous demandait un bilan de mi-saison, notamment de nos rookies et des satisfactions et des déceptions qu'on pouvait avoir de jusque-là, et est-ce qu'on espérait les playoffs? Même son de cloche du côté de Grixé et de PA du front office qui nous demandait voilà comment on analysait cette première moitié de saison et ce bilan à 5-4. Est-ce que le contenu des matchs nous rassure? Est-ce qu'on peut croire aux playoffs malgré la fin de calendrier assez compliquée qui s'annonce? Je groupe un peu toutes ces questions ensemble. Qu'est-ce que toi, tu retires de cette première moitié de saison, de ces 9 premiers matchs, pour répondre à toutes ces questions? Moi, ce que je dis, c'est que j'espère qu'on va pas regretter Arizona, parce que c'est un match qu'on aurait dû gagner. Et j'espère qu'on s'en mordra pas les doigts en fin de saison. Qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé à ne pas drafter dans les 10 premiers l'année prochaine, et on a demandé à être rassuré sur l'avenir de nos joueurs titulaires. Dans le premier cas, on est bien parti. À 5-4, on peut espérer être dans le positif. On a, je crois, 48% de chance d'avoir un bilan positif à la fin de la saison. Donc, de ne pas drafter dans les 10 premiers. Je suis plutôt content évidemment de ce bilan à 5-4. Maintenant, être rassuré de nos starters, pas forcément. On a parlé de Bryce Young. On n'est pas encore convaincu, toi et moi, qu'à la fin de la saison, on a notre franchise quarterback du futur. C'est clair et net. Après, moi, ce que je vois, c'est de la progression. Je vois une évolution dans cette équipe. Je vois une identité. Je vois un vestiaire très soudé. Je vois vraiment des choses qui sont extrêmement positives dans le côté hors football du socle même qu'une équipe doit avoir pour avancer. On savait très bien qu'il nous manquait plein de choses. Mais il faut, pour pouvoir améliorer certains secteurs de jeu, il faut quand même un environnement et une identité de jeu et une philosophie compréhensible et de tous les joueurs et également des fans. Et moi, je pense qu'on commence à l'avoir. Par le running game, par la défense agressive, par le faire en sorte que nos joueurs progressent dans leur capacité première. Voilà ce que je vois qui, moi, me plaît bien. Après, je crois qu'au niveau des rookies, j'aime bien. Ça se passe plutôt bien. On va dire que la draft a été plutôt bonne. Est-ce que j'aimerais voir Alex Courton un peu plus performant dans le pass rush? Oui. Est-ce que là, on va voir Princely, il revient contre les Saints? J'ai hâte de voir. Est-ce que T-Mac, j'aimerais bien le voir un peu plus dominant? Oui. Est-ce que j'ai pas envie de voir un Lathan Ransom commencer à devenir un safety qui me rassure? Oui. Mais il joue
nos rookies jouent, et jouent correctement. Il n'y a aucun peintre. Donc, pour le moment, le bilan, il est, allez, un bon 12,5. C'est une bonne note et il y a de la marge de progression pour devenir des titulaires. Ouais, je te rejoins. Moi, alors j'étais à 6,5 sur 10. Donc, tu vois, on est dans les mêmes eaux. Ouais, parfait. Si j'avais dû noter la QV. Je te rejoins, hein, c'est au niveau des points qu'on attendait de voir. Si je rebondis moi sur le côté playoff, alors c'est un bonus. Effectivement, la défaite à Arizona est pique. Elle piquait déjà sur le moment et arriver là maintenant en semaine 10, elle pique toujours autant. J'espère qu'elle piquera moins en semaine 18, mais c'est vrai que ouais, tu te dis là, il y a peut-être une occasion qu'on pourrait regretter. Après, en soi, là, t'as 2 matchs qui arrivent contre les Saints et les Falcons, donc 2 rivalités de division. C'est des matchs importants. Qu'il faut pouvoir aller chercher parce que ça peut jouer mine de rien à la fin, et puis tu termines avec 2 fois les Bucks sur les 3 dernières semaines. Donc si tu pars du principe que la division va se jouer entre toi et Tampa Bay, tu peux te retrouver à avoir entre guillemets ton destin entre tes mains et à pouvoir aller chercher éventuellement une qualification en Floride ou chez toi face à ces Bucks. Ouais, alors moi je vois pas trop gagner la division. Mais par contre, la bagarre contre les Rams et les 49ers, ça je la crois un peu plus déjà. Ah, là ça va être c'est en plus pareil, hein. Adversaire direct que tu vas affronter. Il y a Seattle aussi qui est dans le lot. Là tu as déjà battu Green Bay qui pourrait aussi être dans les équipes pour la wildcard, mais voilà, faut voir ce que ça va donner effectivement dans les prochaines semaines. On y verra un petit peu plus clair. Et pour finir avec la question de Jalen que j'ai oublié de mentionner, mais qui était un petit peu similaire à ça, il demandait si on était en avance ou en retard sur le projet de reconstruction. Je pense que jusque-là, on est plutôt en avance, hein, puisque l'idée c'était d'être à la lutte pour les playoffs, voire en playoffs l'année prochaine. Et là, bon bah tu vois, t'es à minima dans les clous, puisque t'es pas en play-off, t'es pas sûr d'y être du tout, mais t'es au moins à la bagarre, et après la moitié de la saison, t'es dans la discussion pour les équipes qui peuvent s'y accrocher. Donc je pense que on est plutôt bien à ce niveau-là. Ouais. Concernant les playoffs, moi j'ai pas cité les Seahawks exprès parce que en fait je pense pas gagner la division, et donc du coup on va se battre pour une place en wildcard. Et la place en wildcard, elle va se jouer contre les Bears, les 49ers, les Rams je pense que et les Seattle Lions. va prendre la division. Voilà, je pense que Seattle va prendre la division. Et donc, du coup, étant donné qu'on joue contre les Rams et les 49ers, c'est contre eux il faut qu'on gagne un des 2 matchs pour avoir une chance. Mais donc, on avait dit 9-8, 8-9 au début de la saison, on peut y arriver. Et donc là, c'est être au moins dans les clous, voire en avance par rapport à ce qu'on voulait. Et au niveau de la construction, moi, si j'ai à la fin de la saison une certitude dans mon cornerback numéro 1, mon edge numéro 1, mon linebacker numéro 1, mon quarterback et mon running back numéro 1 et mon receveur numéro 1, et ben, je serais à l'aise à attaquer une free agency et une draft pour renforcer tout ça. Surtout si je suis convaincu d'avoir le bon coach, et je vois pas pourquoi ça changerait, à moins qu'on s'écroule complètement. Donc on est plutôt pas mal. La prochaine étape, je pense, du boulot, elle va être de continuer à parfaire cette défense, et peut-être aussi à se poser la question du quarterback, mais peut-être ça sera la prochaine off-season. En tout cas, continuer à parfaire la défense, et ce sera encore, à mon avis, le prochain chantier, si je réponds à la question de Jalen. Et merci d'avoir cité les 7 Year Wonders de Jay-Z.
Je veux pas parler de Matt Rule, s'il vous plaît. Donc, non. Alors, si tu veux pas parler de Matt Rule, je te propose qu'on parle des Saints, qu'on va affronter dimanche. On va exploser. On l'espère, voilà, dans les prochaines étapes qu'on nous demandait. Voilà, la première, c'est celle-là. C'est de gagner dimanche prochain face aux Saints. Des Saints qui ont un bilan de 1-8. On n'était pas forcément habitué à les voir avec un bilan comme ça les dernières saisons. Mais ça reste une rivalité de division. Donc un match toujours un petit peu où tout peut se passer, j'ai envie de dire. Victoire impérative, on est d'accord? Ouais, je faisais une blague, hein, bien sûr. Je veux pas gêner mes copains de Saints France, mais il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne, et presque avec la manière. Mais il faut qu'on mette plus de 25 points et qu'on en prenne moins de 15. Je veux dire, il faut qu'on voit ça. Sinon, on s'en sort pas. Il faut vraiment qu'on appuie notre domination en tant que deuxième de cette division. Et ce sera pareil, mais en plus bagarreur dans 2 semaines. Je veux dire, il faut qu'on gagne ces 2 prochains matchs. Il le faut. Pour notre évolution et pour les playoffs qu'on vient de mentionner. Ces 2 prochaines semaines sont cruciales. Elles vont déterminer beaucoup de choses sur la fin de saison. Mais je pense que si tu bloques Alvin Kamara, comme il a été bloqué plusieurs fois cette saison, ça devrait être encore Tyler Shogg. Tyler Shogg, excuse-moi, si tu lui fais peur, il peut ne rien se passer offensivement du côté des Saints. Rashid Shaheed a été tradé. Ils n'ont que une moitié de Chris Olave, sans quarterback, et un running back qui malheureusement court pour sa vie derrière une OL qui est inexistante. Si tu gagnes pas ce match-là, quand on voit la défense qu'on vient d'avoir, c'est que Bryce Young, il aura joué les yeux fermés. C'est pas possible. Je veux dire, tu vois, et là, moi, ça me ferait flipper. Eh bien, écoute, on va espérer que rien de ces choses flippantes arrive, et puis que les Panthers répondront présent, que le discours le coaching de Dave Canales continuera à porter ses fruits et à être efficace. Rendez-vous donc dimanche à 19h pour ce match, en espérant conforter ce bilan. Il me reste à te remercier, Franz, d'avoir pu enregistrer avec moi ce soir. Et il me reste à vous remercier, vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Salut!